faut-il réformer ou supprimer la seconde chambre? Bref, le Sénat. Vous imaginez que l'ancien sénateur que je suis peut vous le dire en toute tranquillité. Je n'ai pas, comme mes collègues en charge actuelle, d'obligation, etc. Alors, la réponse facile pour des gens un petit peu informés, c'est de dire, écoutez, tout le monde sait que plus de 80% des amendements sénatoriaux sont adoptés dans le projet de loi final. Ça veut bien dire qu'il y a un travail de qualité, une valeur ajoutée réelle apportée par la deuxième chambre, qui est toujours une deuxième chambre qui a ce regard peut-être un petit peu plus éloigné par rapport à la contrainte immédiate que peut vivre éventuellement la Chambre des députés. Je pourrais vous dire ça. Je pourrais vous dire, tous les professionnels sur des textes de loi reconnaissent effectivement la valeur ajoutée législative du Sénat. Mais en réalité, quand vous dites ça à la population, ça ne les intéresse absolument pas. Et donc, on peut revenir effectivement sur la nécessité d'une deuxième chambre. Et là, je voudrais vraiment vous faire passer un message fort. Et ce message vient de l'analyse de l'histoire et de la situation que nous vivons aujourd'hui qui pourrait éventuellement aboutir à des situations extrêmement risquées. Il faut savoir que l'ancêtre du Sénat, c'est ce qu'on appelle, ancêtre lointain, c'est ce qu'on appelle le Conseil des Anciens, créé sous le Directoire pour mettre fin au régime de la terreur. Le régime de la terreur, Monsieur de Robespierre donc est à la tête de l'État, il n'y a qu'une seule chambre, et on aboutit à la terreur. Et donc le Directoire se dit il faut sortir effectivement de ces extrêmes, ce peuple qui est difficile quelquefois de diriger, de manager, et qui peut tomber dans des extrêmes, eh bien, il y a utilité effectivement à avoir une deuxième chambre pour éviter que puisse se reproduire ce régime de la terreur. C'était évidemment il y a longtemps, puisque c'était en 1795, avec la Convention thermidorienne. Et pourquoi je vous dis cela? Eh bien, je vous dis cela parce que je n'aurais pas tenu ce discours il y a 10 ans, mais aujourd'hui, je considère que certains mouvements extrémistes en France peuvent arriver à gagner l'élection présidentielle. Ce qui était qu'une hypothèse d'école, totalement inenvisageable, ne me paraît pas totalement inenvisageable aujourd'hui. Et donc imaginons que le président ou la présidente de la République soit demain effectivement avec un profil issu d'un mouvement extrême. Il faut bien avoir conscience que le quinquennat et l'inversion du calendrier font que nous avons ce que j'appelle, en reprenant l'expression de Gérard Larcher, la réplique sismique de l'élection présidentielle. Oui, l'élection législative qui suit l'élection présidentielle est une élection qui, a priori, donne assez majoritairement une assemblée majoritaire au président qui vient d'être élu. Donc dans l'hypothèse où nous sommes avec un président venu d'un mouvement extrémiste, nous avons objectivement un fort pourcentage de chances, entre guillemets, d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale suivant le président. Eh bien, mettez-vous dans l'hypothèse où vous n'avez plus dans ce pays, qui est un pays qui peut être extrême dans un certain nombre de ses comportements, mettez-vous dans l'hypothèse où vous n'avez plus de deuxième chambre. Où vous n'avez plus ce que certains appellent un minimum de contre-pouvoir. Eh bien, je vous assure, rien que cette analyse, à mon avis, au-delà de la valeur ajoutée et du travail réel et sérieux fait par l'ensemble des parlementaires et les sénateurs en particulier, rien que cette hypothèse devrait convaincre le plus grand nombre de la nécessité absolue d'avoir une deuxième chambre. Un ancien président du Sénat, Christian Poncelet, disait, je ne sais pas si on pouvait le suivre jusque-là, mais il disait si la République de Weimar avait eu deux chambres, l'histoire eût pu être différente. Et donc, derrière le rôle du Parlement, le périmètre du Parlement, dites-vous bien qu'il n'y a pas de neutralité. Il y a en réalité un certain nombre d'éléments qui se déduisent et qui peuvent entraîner le pays dans un certain nombre de situations et de directions qui peuvent aller de la modération à l'extrémisme. Alors, c'est vrai, le Sénat a toujours dérangé. Oserais-je dire de Gaulle à Macron.
même si le général de Gaulle l'avait mis dans le discours de Bayeux. Donc je dis ça, c'était juste pour faire aussi la petite publicité locale, le petit quart d'heure, parce que quand même, un extraordinaire discours, prononcé le 16 juin 46, et il revient en fait sur les terres de la terre libérée de 44 pour là où sa légitimité a rencontré la légalité par le soutien populaire, donner les bases de la Ve République. Ça, c'était pour le discours de Bayeux. Naturellement, vous êtes obligés donc tous de venir à Bayeux. Mais c'est vrai, le Sénat a toujours dérangé, quelles que soient les majorités, et y compris quand les majorités sont en soutien au président de la République. Permettez-moi de dire, ça traduit un degré de liberté utile, nécessaire, et ce que j'appelle une valeur ajoutée, bien entendu, dans l'ensemble de ce que fait le Parlement.